Le président Laurent Gbagbo, accusé de crimes contre l'humanité, après 8 ans de détention et de procédure, a été acquitté de toute charge par la Cour pénale internationale qui a ordonné par la même occasion sa libération immédiate. Et il y a de cela plus d'1 an déjà. Mais ceux qui redoutent ce démocrate aguerri tentent de le retenir encore loin de sa Côte d'Ivoire natale, faisant ainsi de lui, fort curieusement, un homme acquitté, mais encore privé de certains de ses droits. Mais le président Laurent Gbagbo, que nous connaissons tous, n'est pas homme à ne pas honorer cette grande figure africaine des temps contemporains qu'est Ahmed Dansoko. Il n'est pas homme à se trouver des excuses pour renoncer à sa part de devoir et de solidarité. D'où son message personnel, rédigé de sa propre main, qu'il m'honore de vous transmettre. Dans cette mission, je suis accompagné d'une forte délégation de l'opposition politique ivoirienne. Cette délégation comporte tous les responsables du Front populaire ivoirien qui sont en France. Cette délégation comporte des membres de l'AIRD et une délégation de l'UNG, qui sont 2 partis politiques de l'opposition ivoirienne. La délégation comporte, comme a dit le maître de cérémonie, les ministres Clotilde Owochi, Éric Caillé et Pierre Kipré, notre aîné. Le message est ainsi libellé. Ahmed Dansoko, une haute figure africaine des temps contemporains. L'hommage de Laurent Gbagbo. Nous n'avons pas toujours le souvenir de ceux qui partent avant nous au pays de nos ancêtres. Cependant, compte beaucoup pour nous, chaque jour, ceux que nous continuons d'appeler affectueusement père, mère, frères ou sœurs, parce qu'ils ont laissé en nous un souvenir impérissable. Ils sont toujours présents en nous. Ahmed Dansoko est à ce titre, pour moi, un grand frère. C'est mon grand frère, dis-je. Ce n'est pas faire preuve de conservatisme. Ce n'est pas faire le panégyrique de la séniocratie de nos sociétés anciennes, ou faire un clin d'œil au père fondateur de nos États modernes. Je signifie ici un constat, un jugement et un espoir. Le constat est celui de la différence d'âge. Ahmed Dansoko avait 8 ans de plus que moi. Le jugement est celui que je porte, hautement favorable et positif, sur ce que fut sa vie de combattant et de rassembleur des énergies individuelles pour une cause juste. L'espoir est celui que suscite la réalisation concrète et future de ce que pour moi, il a combattu sa vie durant, à savoir l'indépendance et la souveraineté réelle de toute l'Afrique, la justice sociale pour le peuple, les libertés individuelles et collectives. Pour le peuple, ce sont ces thèmes qui, seuls, fondent dans une démocratie normale la légitimité d'un pouvoir autonome et assumé dans un État indépendant, donc libre de ses choix. Hier, ce qui fondait au départ le combat d'Ahmed Dansoko, c'était la relation
coloniale inique et les faux départs de la promulgation des indépendances africaines. Il a cru même, en adhérant dès 1957 au Parti africain de l'indépendance, aux côtés des Major Diop, Khalilou Sall, Abdou Moumouni, etc., il a cru aux thèses de la lutte armée dans l'ex-AOF. Dans le prolongement des positions développées plus tard par la tricontinentale, pour beaucoup d'Africains de cette génération, la seule alternative était la lutte armée contre le colonialisme et le néocolonialisme. Cette lutte faisait merveille en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et dans le Maghreb. Un philosophe ivoirien se demandait récemment pourquoi les productions intellectuelles à l'usage des masses populaires, dans le cadre de la problématique des conditions de leur libération, n'arrivent pas à prendre corps dans la réalité sociale et pourquoi les révolutions sont si difficiles à venir au monde. Pourquoi les révolutions ne tiennent-elles jamais la promesse de leurs fleurs théoriques? Les succès réels de la politique de division fondée sur l'exacerbation des identités particulières dans les colonies françaises d'Afrique subsaharienne, le très faible niveau d'investissement économique articulé à une aggravation permanente de l'exploitation des richesses naturelles et des populations n'avaient jamais permis la conscience de ce que Amilcar Cabral appelait la révolution culturelle par dépassement véritable des cultures particulières en vue de la constitution d'une communauté politique homogène. C'est par cette démarche que la lutte des classes, par un travail d'explication et de conscientisation concrète sur le terrain, s'appuyant sur les alliances des paysans exploités et des classes populaires urbaines, aurait permis à la lutte armée d'obtenir des succès accrus. Depuis 1981, Amath Dansokho et plusieurs de ses compagnons l'ont compris pour créer le Parti de l'indépendance et du travail, PIT au Sénégal. Il s'est agi, dans un parti acquis au marxisme, de réorienter la lutte vers de nouvelles bases qui sont celles de la conquête du pouvoir par les urnes, de la conquête des libertés collectives et individuelles, celle de la justice sociale rétributive, de la démocratie participative et du développement économique autocentré. Bénéficiant de la confiance totale de ses militants, respecté même par ses adversaires les plus farouches, Amath Dansokho tiendra la barre de ce parti pendant près de 20 ans, récusant ce que André Gauze a appelé le paternalisme bureaucratique qui dépolitise les masses en faisant une simple clientèle électorale. Sa position de principe et son action n'ont pas varié sur les rapports de son pays comme de l'Afrique en général avec l'ancienne puissance coloniale, la France. Perçu comme le principal représentant de l'impérialisme international en Afrique subsaharienne, la France n'a pourtant jamais suscité le sentiment anti-français chez mon grand frère. Bien qu'ayant beaucoup voyagé à travers le monde, en Afrique, en Europe de l'Est comme en Amérique latine, tout le rattachait à la France, qui l'imprégnait de sa riche culture, de l'amour de son épouse française, autant que de ses amitiés militantes forgées dans la gauche française, particulièrement au sein des partis communistes français. Ce qui était en jeu chez lui, c'est la conviction forte que pour être un ami, il faut respecter la liberté de l'autre et tourner le dos à l'alliance du cavalier et du cheval pour une relation équitable et profitable à chacun. 60 ans après les indépendances de nos pays, deux positions continuent de s'afficher aujourd'hui en France, ce pays qui a vu naître aussi depuis au moins 2 siècles les nouveaux contenus de la liberté, de la promotion collective et individuelle, de la démocratie, de la société humaine. La première est celle de ceux qui, en retard d'une révolution mentale,
considère l'Afrique comme une chasse gardée des intérêts impérialistes, pour qui ce continent n'a d'intérêt que comme terre de mission économique, géostratégique et culturelle. Elle milite pour une présence militaire en Afrique, impose de manière non démocratique, parfois par la force, des dirigeants capables de briser l'élan de justice sociale pour les classes populaires, impose des relations économiques et financières non équitables au profit des multinationales et organise la scandaleuse évasion des ressources financières africaines. En concurrence avec leurs propres partenaires d'Occident, ce sont eux qui crient au loup, considérant que le continent africain n'est pas le continent des coups, mais de la capacité à résister aux coups des concurrents. Un récent rapport sur la présence économique française en Afrique a indiqué que depuis 20 ans, les exportations françaises vers le continent africain ont doublé sur un marché dont la taille a quadruplé. Il s'agit du rapport d'Hervé Guémard qui est paru en avril 2019. C'est dit l'échec de cette école des pensées. La seconde position est celle de ceux qui, comme le PCF, estiment que nos États doivent être des partenaires égaux, par principe comme dans les faits, capables de se fixer leurs propres priorités de progrès et dont on attend qu'elles apportent une contribution positive à la justice sociale dans le monde, à la liberté des peuples et au progrès commun de l'humanité. La France a tout à gagner ici, du fait de ses liens anciens avec ce continent, à contribuer, par exemple, dans les cas de conflits internes, au désarmement des forces illégitimes par l'appui à la mobilisation populaire des peuples visés. Elle doit contribuer par application des termes pertinents du jeu démocratique et sans céder au démon de la vengeance, au renforcement de la stabilité politique et de la cohésion sociale, à la mobilisation des ressources internes de l'Afrique, de telle sorte que ces ressources africaines restent en Afrique pour soutenir le développement du continent. Récemment, sur son blog, à propos de la guerre au Mali, dans un article intitulé « Sortie de la spirale de la violence et du désastre » qui est paru le 14 décembre 2019, Père Laurent a énoncé quelques-unes de ses idées. Elle renvoie aux positions fréquentes du Parti communiste français auquel était attaché mon grand frère Ahmad Dansoko. Et je les partage. Hier comme aujourd'hui, c'est aussi mon combat depuis tant d'années. Dans une de ses livraisons de 2005, sur les figures de l'opposition sénégalaise, l'hebdomadaire Jeune Afrique décrivait Ahmad Dansoko comme l'éternel opposant. Lui-même disait, et on vient de l'entendre, « Je ne suis pas un révolutionnaire d'occasion ». De ce fait, il n'a pas cessé de nous donner l'image d'un combattant, payant largement de sa personne, abandonnant ses études supérieures pour partir en exil. Lorsqu'il revient au Sénégal en 1977 à la faveur d'une amnistie générale, c'est pour mener le combat démocratique sur le terrain, épuisant sa santé sans compter. Dans le contexte politique du Sénégal du début des années 80, les partis politiques se réclamant du marxisme ont proliféré. Ahmad s'est toujours tenu droit dans ses choix de base, tout en s'ouvrant au débat avec les autres pour des actions communes. Ce n'est pas pour des raisons électoralistes, mais pour faire avancer la cause de la démocratie sociale, des droits du peuple et du progrès social. Toujours sur la brèche reconnue par tous comme incorruptible, nous comprenons pourquoi il fut maire de son Kédougou natal. On voit comment sa liberté de parole et sa verve cinglante ont permis les progrès du PIT dans le paysage politique sénégalais avec l'engagement de ses compagnons et militants. Ahmad fut le plus ferme critique du régime d'Abdou Diouf et l'un des meilleurs avocats du courant Sopi qui a apporté Abdoulaye Wade à la présidence de la République.
Lorsqu'il s'aperçut que ce dernier n'avait hier d'autre objectif qu'une alliance électorale pour tenir le dos vide aux engagements pris, Hamad n'hésita pas à rompre une alliance contre nature. Les intérêts du peuple comptent plus que de simples calculs politiciens sans lendemain ni consistance. Si je meurs, je ne voudrais pas d'hommage folklorique. L'estime du peuple me suffit, déclarait-il en 2010 dans une interview. Il sera féroce dans sa critique des dérives antidémocratiques et néolibérales de Wade. Tout le monde reconnaît ainsi son rôle dans le rassemblement de l'opposition Benno Siggé Sénégal. Les risques encourus par la nation exigeaient la mobilisation de tous, à commencer par les partis se réclamant de la gauche, pour écarter les dangers et construire ensemble le Sénégal démocratique et soucieux de porter remède aux préoccupations essentielles du peuple, plus qu'à celles d'une élite sociale à mal de repères et de solidarité. C'était cela, mon grand frère. C'était cela pour moi, Hamad Dansokho. Beaucoup de choses et de convictions fortes nous lient. La visite qu'il m'a rendue à la prison de la CPI à Scheveningen l'atteste plus que tout. Nous partageons ce rêve d'une Afrique véritablement libre, maîtresse de son histoire, totalement démocratique, pour dépasser les revendications identitaires surannées, consciente des fractures sociales et économiques que produit une mondialisation subie depuis tant d'années par l'Afrique. Bruxelles, le 18 décembre 2019, Laurent Gbagbo. Je vous remercie.